Eh bien, si tu veux, tu donnes le mot d'introduction, si tu veux, Fabrice. Bah écoute, Alors, tu connais Jean-Louis et Asmat, hein, bien sûr. absolument, connu, on s'est rencontrés, j'en suis très heureux que vous soyez dans ces murs. Merci. Voilà, la situation elle est ce qu'elle est, c'est effectivement pas facile de mobiliser un soir, on le sait, y compris sur des thèmes sur lesquels bien des camarades nous retrouveront. Mais bon, je crois que parfois l'essentiel c'est déjà de faire et puis de témoigner. Donc écoutez, bienvenue dans cette maison Force ouvrière. L'esprit syndicaliste, en tout cas le véritable esprit syndicaliste, c'est d'être internationaliste, par définition. Il n'y a pas de frontières pour les travailleurs, il n'y a pas d'étrangers sur la terre, et il y a possibilité, me semble-t-il, pour que tout le monde, tous les opprimés, tous les exploités, construisent ensemble un monde qui en vaille le coup. Donc, bien évidemment, cette thématique sur la question des migrations, sur la question aussi, d'une certaine manière, du recul de la pensée libre, on a pu l'évoquer aussi, c'est vrai à Kaboul, c'est vrai ailleurs aussi, c'est extrêmement important, je le dis, parce que on voit bien évidemment, au bénéfice, si je puis dire, de la crise sociale, économique, sanitaire, au prétexte de la crise sanitaire d'ailleurs, la pauvreté, la précarité se multiplient pendant que certains se gavent, comme on dit, font des centaines de milliards de bénéfices. On va, le 1er octobre prochain, par exemple, c'est un élément parmi d'autres, mais quand même important, ça va toucher 25 000 personnes en Ille-et-Vilaine, plus d'1 million en France, donc de privés d'emploi qui vont se voir spolier de 17% en moyenne, parfois plus, parfois un peu moins, mais parfois plus, de leurs allocations, qui est leur argent. On le leur vole. Et ils vont se retrouver en dessous du seuil de pauvreté, il était déjà parfois, mais quand on perd 100 euros, une centaine d'euros, et qu'on est à 900 euros, c'est une catastrophe, bien évidemment. Donc il y a nécessité de reconstruire un monde qui en vaille le coup, de reconstruire nos jours heureux, et bien évidemment, en même temps que cette précarité, cette pauvreté se développe, les idées de rejet, les idées nauséabondes, on l'a toujours dit, de rejet, d'exclusion des autres, de ceux qu'on ne connaît pas, de l'étranger. On peut tous être étrangers dans ce bas monde, entre guillemets, et dans ce monde capitaliste. Bien évidemment, toutes ces idées-là progressent, ont tendance à progresser, justement sur ce fumier institué par le système capitaliste, sur ce marigot, d'une certaine manière, et c'est extrêmement grave. On a déjà connu ça dans des périodes historiques, dans les années 30, et la classe ouvrière, les temps ont changé, mais l'esprit doit rester le même, a réussi, sans éviter la guerre, malheureusement, et toutes les atrocités qu'on connaît, mais à d'abord résister dans les années 30, à obtenir un certain nombre de victoires contre les fascistes, à obtenir des acquis, comme les congés payés en 1936, et puis au terme de la guerre, ou même pendant la guerre, dès 1943, à mettre au point le programme du Conseil national de la résistance, celui des jours heureux. Il faudra, nous aussi, reconstruire un programme des jours heureux, me semble-t-il, le réinventer, certainement. Donc, il y avait des slogans qui disaient, une banderole d'ailleurs de FO qui disait Français immigrés, même patron, même combat. Nous restons sur cette ligne-là. On n'en bougera pas. On n'en bougera pas parce que c'est la ligne de la classe ouvrière. C'est la ligne, bien évidemment, qui nous anime tous les jours. Donc je suis heureux que cette conférence ait lieu avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Laissons le pessimisme pour des jours meilleurs et ayons l'optimisme de la volonté. Discutons, agissons ensemble dans la chambre syndicale de manière souveraine et je crois que déjà on aura fait œuvre utile. En tout cas, ce soir, ça fait partie de cette œuvre, parfois obscure, mais toujours féconde. Merci mes camarades. Et je vais vous laisser parce que j'ai un certain nombre de choses, mais je sais que je regarderai la vidéo en l'occurrence, et on essaiera de la diffuser au maximum. Et nul doute que nous serons amenés à nous revoir dans d'autres circonstances, dans la rue, ou dans ces murs, ou ailleurs, je ne sais pas, mais on sera amené à mener les mêmes combats. Merci mes camarades. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Alors effectivement, on va effectivement mener cette conférence que nous avons souhaité, organisée par le syndicat FO Action Sociale, qui organise et syndicalement les éducateurs de la protection de l'enfance, les éducatrices, les dames qui travaillent dans l'aide à domicile, qui travaillent dans les maisons de retraite, dans les EHPAD,
qui travaillent dans la prévention spécialisée, qui travaillent dans les CADA, centres d'accueil et de demandeurs d'asile, qui travaillent auprès des MNA, mineurs non accompagnés. Nous avions, il y a quelque temps, mené une conférence avec Cédric Juguet et Nawal Semlali sur les droits de l'association ADDE, Association Droits des étrangers, notamment pour la situation faite aux jeunes migrants, les mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs non accompagnés. Alors à cette table, il y a Jean-Louis Ndongué qui a restitué, qui est anthropologue, qui a restitué son périple à travers son ouvrage, son livre, la vie des migrants, l'hospitalité des sangliers, la vie des migrants dans la forêt de Bédiounèche. Il va nous retracer son périple et son chemin, entre guillemets, son parcours du combattant pour franchir les frontières. Et nous avons aussi à nos côtés Asmat Froz, qui est un représentant de la résistance afghane, qui viendra témoigner de ce en quoi le peuple afghan est en but d'une terrible répression, terrible obscurantisme. Ce que nous assumons très clairement, c'est-à-dire que nous caractérisons ce régime que nous ne voulons pas voir reconnaître au plan international, qui est le régime des talibans, qui est un régime fasciste. Et il est hors de question pour nous, syndicalistes internationalistes, d'oublier ce qui se passe en Afghanistan. Nos frères et sœurs afghanes, quand on enchaîne un pays, c'est l'ensemble des pays qui est enchaîné. On ne peut pas être libre dans un océan de malheur. On se souvient que face au fascisme, les syndicalistes et les républicains espagnols, en 1939, étaient plus de 600 000 à avoir fui la terreur du franquisme. Ils ont été traités dans des conditions indignes, parqués dans des camps, ils sont morts de froid, de faim et de dysenterie. Et Force ouvrière a été l'organisation syndicale qui leur a apporté leur soutien et qui n'a jamais reconnu le régime franquiste. Et nous demandons à la communauté internationale, à l'ensemble des pouvoirs publics, à l'ensemble de la population française de refuser et de faire bloc pour refuser la reconnaissance de ce régime fasciste à Kaboul. Et c'est aussi pour ça que l'actualité fait loi, qu'on ne pouvait pas organiser cette conférence sur le droit des migrants et sur la liberté de circulation partout dans le monde, des femmes, des hommes, des familles et des idées. On ne pouvait pas passer sous silence ce qui se passait en Afghanistan. Fabrice l'a très bien dit, personne n'est étranger sur cette terre. Pour nous, une seule et même humanité avec même égalité des droits, égalité des droits femmes, hommes, et l'accès à l'instruction publique, l'accès à l'éducation est extrêmement important. Et sans plus tarder, avant de donner la parole à Jean-Louis, je vais passer la parole à Asmat. Notre chambre syndicale, le FO Action Sociale Illivienne, est extrêmement honoré de la présence de notre camarade Asmat Froz. Merci à l'organisation Force ouvrière de m'inviter, de vous parler un peu des cris d'alarme de votre afghan. Oui, vous avez bien dit, Jacques, un gouvernement fasciste qui est en place depuis 6 semaines en Afghanistan. Et c'est au-delà de fascisme, parce qu'on peut même parler de ce qu'ils ont fait depuis 6 semaines en Afghanistan, on peut parler de génocide. Parce qu'il y a des véritables déplacements de la population, des différentes ethnies, dans différentes régions de l'Afghanistan. Il y a des exécutions sommaires. Il y a des lapidations qui ont recommencé, lapidation des femmes. Il y a des pendaisons qu'on a vues il y a quelques jours à Herat. Donc, il n'y a pas de mots pour déterminer ce régime, venu d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec l'Afghanistan, qui sème la terreur depuis 6 semaines en Afghanistan, mais depuis 20 ans, par des attentats terroristes dans l'ensemble de l'Afghanistan. Aujourd'hui, on parle de talibans parce qu'ils sont en Afghanistan, mais depuis 20 ans, 20 dernières années, ils ont commis énormément d'atrocités dans différentes régions de l'Afghanistan par des attentats suicides. Ces attentats suicides ont fait plus de 80 000 morts. C'est comme ça qu'ils ont réussi à arriver au pouvoir. Comment ils sont arrivés au pouvoir? Parce qu'il y a d'autres pays qui sont derrière eux, dont on parle très peu. Le pays qui soutient, qui forme, qui éduque les talibans,
c'est le pays voisin de l'Afghanistan, c'est le Pakistan. Pakistan, un pays, plutôt une bombe à retardement, avec 220 millions d'habitants, un pays qui possède des armes nucléaires, un pays aussi extrêmement religieux, des parties religieuses extrêmement importantes, surtout un pays dans lequel il y a plus de 40 000 écoles coraniques. C'est dans ces écoles coraniques qu'on forme ces fameux talibans. Quand je dis le Pakistan, un pays de 220 millions d'habitants, mais extrêmement pauvre, comme les habitants n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, ils le confient à partir de l'âge de 4 et 5 ans dans des écoles coraniques. Donc ces talibans qui sont en Afghanistan n'ont rien à voir avec les Afghans, ils sont formés au Pakistan dans des écoles coraniques à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 20 ans. Dans cette école coranique, on leur apprend un islam imaginaire, on leur apprend à manier les armes, on leur apprend à détester les femmes. Ça, il faut bien le dire, parce que vous ne voyez pas une seule taliban dans le monde. C'est que des hommes, donc ils détestent les femmes, ils dénient les femmes. Donc, quand des gens pareils, et après il y a un autre pays aussi qui les soutient surtout financièrement, qu'ils veulent leur donner de légitimité, c'est le Qatar. Qatar, à peine plus grand que la Bretagne, mais extrêmement riche avec son pétrole et ce gaz, et qui vient d'acheter des clubs comme Paris Saint-Germain et d'autres un peu partout dans le monde. Ils ont un double visage, que ce soit le Pakistan, que ce soit le Qatar. D'un côté, ils se montrent très aimables envers les Occidentaux, très civilisés, et de l'autre côté, ils forment et ils sont avec les terroristes islamistes internationaux. Donc voilà, quand je dis des bombes à retardement, c'est exactement ça. Donc nous, en Afghanistan, le peuple afghan, depuis 20 ans, il y a 20 ans, ils étaient au pouvoir, ils ont été chassés par l'arrivée des Américains et des Occidentaux, suite aux attentats en septembre 2001. Maintenant, 20 ans après, la communauté internationale, l'Europe et l'OTAN et les États-Unis nous abandonnent. Ils donnent la clé de pouvoir. Je dis honnêtement, les Américains ont donné la clé de pouvoir aux talibans en disant on vous donne de l'Afghanistan, on vous donne l'Afghanistan, mais vous n'allez pas nous attaquer. Il ne faut pas qu'il y ait un deuxième en septembre 2001. Donc, des conditions, ils ont pensé, les Américains, qu'à eux-mêmes, ils n'ont rien à foutre, rien à faire de la situation en Afghanistan. Donc, ils ont donné le pouvoir à un pays, le pouvoir aux terroristes. Je dis bien aux terroristes. Les talibans, ce sont des terroristes. Ils sont ensemble avec les réseaux d'Al-Qaïda, avec Daesh et d'autres. Parce que là-bas, on ne peut pas faire la différence entre talibans, Daesh et Al-Qaïda. Ils sont tous pareil. Donc, nous sommes aujourd'hui, les Afghans, et en particulier les musulmans, sont 90% victimes de terrorisme. On prétend que le terrorisme vient des pays musulmans, ce qui est absolument faux. C'est 90% des victimes de terrorisme islamique sont des musulmans, et en particulier des Afghans. Et cette terreur et ce terrorisme qui gouvernent aujourd'hui en Afghanistan, vous allez voir comment on vous a dit il y a 20 ans, quand commandant Massoud vous a dit il y a 20 ans, aujourd'hui, son fils, il dit la même chose. Aujourd'hui, de nouveau, les talibans, avec les réseaux d'Al-Qaïda, avec Daesh et d'autres mouvements islamiques se trouvent dans un pays. Donc, ils vont se former, ils vont s'organiser, ils vont de nouveau frapper 4 coins du monde. Je pense qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Les attentats en septembre aux États-Unis, ce qui s'est passé, les attentats à Madrid, à Londres, plus proche de nous, Bataclan, Paris, Charlie Hebdo, Nice, et ces genres d'attentats vont venir de nouveau. D'où je profite de cette occasion, un appel que, s'il vous plaît, messieurs les politiciens, ne pensez pas à court terme, pensons à long terme. Aujourd'hui, il y a des bombes à retardement en Afghanistan et surtout au Pakistan en train de se préparer pour vous viser. Parce qu'ils nous détestent, parce qu'on s'habille avec un pantalon et une chemise. Ils dénient
la civilisation. Donc comment on peut négocier, comment on peut tolérer avec de tels régimes? Donc même j'écris haut et fort que si aujourd'hui les talibans en Afghanistan se montrent les yeux un peu doux, n'y croyez pas, ils ne sont pas changés, ils ne vont pas changer. Donc il ne faut pas, surtout pas faire les conneries ou la bêtise de les reconnaître. Reconnaître les talibans, on devient complice. Il ne faut pas que l'Europe et les États-Unis ou d'autres pays du monde deviennent complices de terrorisme. Aujourd'hui, il faut le combattre. Il faut donner à nous, à l'héritage de Commandant Massoud, à son fils, le moyen de résister, le moyen de nous défendre, de nous aider au niveau matériel, au niveau financier, pour que demain, encore, l'Europe et voire le monde entier ne soient pas victimes de terrorisme. Merci beaucoup. Merci Asmat. Bien évidemment qu'on consacrera aussi une autre conférence plus spécifique à l'intervention des hommes et des femmes de la résistance afghane. Cet espace est dédié aussi à Jean-Louis et à son parcours du combattant pour accéder et faire vivre la liberté de circulation et d'installation. Bien évidemment qu'on ne pourra pas soutenir le peuple afghan et tous les peuples qui fuient les affameurs, les massacres et les situations inhumaines, sans défendre le droit d'asile, sans défendre la liberté de circulation et d'installation, qui est un droit fondamental inaliénable, irréfragable. Jean-Louis, tu as la parole. Mais, je remercie Ashma Froz pour son propos poignant qui s'inscrit dans les luttes que nous menons aujourd'hui pour la liberté ici et là sur notre planète Terre. Alors mon intervention, et je remercie Force ouvrière qui m'a demandé de venir échanger avec les uns et les autres sur mon parcours migratoire du Cameroun jusqu'au Maroc, jusqu'en France. Ce parcours migratoire a donné lieu à un livre que j'ai intitulé au départ « L'hospitalité des sangliers ». Mais l'éditeur a voulu que l'hospitalité des sangliers vienne en sous-titre, que ce soit plus pratique. Alors on a donc donné le titre de « Vie de migrants dans la forêt de Béliounesh », titre principal, et en sous-titre « L'hospitalité des sangliers ». L'hospitalité des sangliers nous interroge sur la signification des politiques migratoires. Et nous allons le voir à travers mon parcours personnel. Mon parcours personnel est collectif parce que l'hospitalité des sangliers ne reprend pas uniquement le parcours de Jean-Louis, mais il y a aussi une analyse collective des situations à travers les lieux que sont la forêt des Béliounesh, qui est un lieu situé au nord du Maroc et à la limite avec l'Espagne, notamment l'enclave de Ceuta. Alors, j'ai prévu une lecture pour introduire cette présentation parce que cette lecture nous montre un peu ce que c'est que la politique de l'embuscade aujourd'hui. La politique de l'embuscade de l'État vis-à-vis des migrants. Et pas simplement dans la forêt, mais même là où, même dans un pays comme la France, dans une ville comme Rennes, où le migrant, quoi qu'il est arrivé, il ne trouve jamais un lieu, il ne trouve pas de lieu où faire le bilan de sa course. Il se rend compte qu'il est toujours dans l'errance, dans l'enfermement et dans l'étouffement. Des logiques qui visent à l'effacement. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on nous lisions quelque chose qui fera le lien entre le parcours migratoire et l'étape du migrant dans les pays européens, notamment en l'occurrence ici la France et Rennes où nous sommes. Alors, on va donc je vais prendre l'hospitalité des sangliers à la page 184. La forêt est un espace isolé situé à 8 km de la ville.
Il faut pouvoir vivre tous les jours. Alors s'impose l'obligation d'un apprentissage de la ville dans laquelle on se trouve et de faire face à la tension qu'une présence considérée d'illégitime peut susciter. Sortir et revenir en forêt nécessite de toujours circuler avec prudence. Avoir un regard capable de repérer à distance une forme, une situation et d'interpréter ce qu'il en est devient une modalité du savoir circuler. Le centre-ville est le seul lieu d'approvisionnement pour acheter ou mendier de quoi manger. Le risque est grand de se faire arrêter par un ou plusieurs agents de force de l'ordre qui exercent en civil. Quant aux chemins menant de la forêt à la ville, ils sont truffés de Marocains, jeunes et moins jeunes, autrefois passeurs ou alors chômeurs, et qui se sont reconvertis dans le brigandage. Ces prédateurs maîtrisent aussi bien les différentes pistes de montagne que les terrains plats. Ils savent que les Noirs évitent les chemins où les agents de force de l'ordre, en civil, peuvent être postés en embuscade. Ce phénomène est plus exacerbé depuis que l'Europe a renforcé sa sécurité tant aux frontières terrestres qu'aux frontières maritimes. Un jour, alors que je reviens du centre-ville, où nous étions partis, un compatriote et moi, pour mendier de quoi manger, un groupe de jeunes Marocains armés de grands couteaux nous attaque dans un endroit peu fréquenté. Il est 15 heures. Pris de court, nous refusons de nous laisser dominer par la panique. La bagarre est rude. Sur les 2 téléphones que nous avons, ils nous en arrachent un, prennent une partie de notre argent et nous blessent avec leurs couteaux. Nous nous servons de pierres pour les lapider et les amener à rebrousser chemin. La multiplication des agressions amène les subsahariens à se déplacer en groupe, armés de bâtons, pour faire face à ces milices qui dressent des guet-apens. En dehors d'une agression sur le chemin menant à la ville, le risque majeur est d'être arrêté et refoulé à 800 ou 850 km à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. L'idée d'un refoulement à cette frontière est comparable au risque d'une marche sur un terrain jonché de mines non conventionnelles. C'est une angoisse permanente pour ceux qui doivent se réapprovisionner en ville. En dehors des bandits marocains qui pillent les migrants et violent les femmes noires, des militaires qui dépouillent, bastonnent et abusent sexuellement aussi bien des hommes que des femmes, il existe un nombre considérable de Nigériens installés à cette frontière. Ils coupent la route avec des machettes, des haches et sont prêts à dépouiller les malheureux clandestins qui tombent dans leur embuscade. Cette situation rend ce lieu redoutable à plusieurs égards. Bon, j'arrête là. La politique de l'embuscade. Je lisais ce passage le matin et ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, mais tiens, la politique de l'embuscade, c'est quelque chose dans la forêt des Belunèches avec un relief montagneux qui était, très accidenté. Les policiers profitaient pour se cacher à des endroits sur les voies des migrants, sachant que les migrants devaient vivre. Ils devaient continuer à vivre tous les jours, continuer à manger tous les jours. Et pour cela, en civil, ils attendaient des embuscades. Aujourd'hui, je vais un peu, je prends un peu de la fin vers le départ, vers le début. Je reviens, je ne perds pas de vue que je dois partir du Cameroun pour ici. Mais j'essaye simplement d'expliquer un peu la politique de l'embuscade. Aujourd'hui, nous voyons la politique de l'embuscade. Si vous avez suivi un peu la lecture, dans la politique que génère la politique de l'embuscade, beaucoup d'angoisse, une grande peur, beaucoup de sueur, beaucoup de frayeur. Le migrant est toujours en situation d'alerte parce que il est traqué de toutes parts. De toutes parts, il est traqué. Et lorsque
on regarde la situation, on met ça en relation avec la situation du migrant dans une ville comme Rennes, la politique de l'embuscade prend tout son sens. Parce que quand les migrants sortent pour aller chercher, s'approvisionner au Resto du Cœur, ils sont toujours dans la crainte de tamponner, d'être pris par les policiers à la sortie du métro, que ce soit à l'aller comme au retour. Parce qu'au retour, les policiers en civil se collent aux ascenseurs du métro pour qu'on les voit, pour que les migrants en entrant dans la gare ne les voient pas. Et une fois que le migrant est face à eux, ils leur disent police, 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 police. Ils sortent leur badge pour que le migrant les voit. Pas plus tard que hier, un migrant allait s'approvisionner comme ça, et aujourd'hui il est au centre de rétention. Et comme les centres de rétention sont toujours collés aux aéroports, parce que les aéroports sont justement les frontières. Alors, à la frontière, il y a toujours les dispositifs de rétention. Ça fait que quand on vous prend dans un métro comme ça, alors que vous étiez vous réapprovisionné, et que vous êtes à Rennes peut-être depuis 8 ans, peut-être depuis 9 ans, on vous envoie directement dans un centre de rétention pour être expulsé dans les pays d'origine. Voilà, une vie qui s'arrête net là, qui est tous les espoirs qui sont gâchés, tous les espoirs qui tombent à l'eau, simplement à cause de la politique de l'embuscade. Moi, je dis toujours que les migrants, les institutions mènent une guerre qui ne fait pas de bruit aux migrants. Ils mènent une guerre parce que cette guerre vise à ce que le migrant s'avoue vaincu. Et comme le migrant refuse de s'avouer vaincu au fil des années, alors c'est la politique de l'embuscade qui tient lieu de politique migratoire. Il faut mettre tout en œuvre, une forme de cruauté sans haine, je dirais. Une forme de cruauté sans haine. Parce que quand on vous traque partout, dans la ville, des flics en civil vous traquent partout dans la ville, vous ne pouvez plus marcher. Cette traque vise à quoi? À votre effacement, à ce que vous disparaissez. Il faut vous avouer vaincu, il faut rester caché dans les lieux où l'État vous confine. Parce que pour l'État, vous ne devez pas être visible. Être visible, ça veut dire que lui, il a perdu la main. Et la seule manière de montrer qu'il n'a pas perdu la main, c'est que vous vous effaciez, vous vous avouez vaincu et que vous disparaissiez. L'État vous transforme de la sorte en fantôme. C'est pour ça que je parle toujours de l'errance, de l'enfermement et de l'étouffement du migrant à travers cette politique de l'embuscade. Donc voilà un peu les liens que je voulais faire entre la forêt, la politique de l'embuscade dans la forêt, la politique de l'embuscade dans les grandes villes, une fois que le migrant, quoiqu'il est arrivé là où il bénéficiera d'une protection minimum, mais il n'en est rien de tout cela. Pas de protection, la politique de l'embuscade. On tend les pièges partout. À la préfecture, c'est la dématérialisation. Pas d'accès au guichet de la préfecture, c'est la dématérialisation. Et quand on parle de dématérialisation, on sait que tous les migrants ne sont pas nantis d'un ordinateur. C'est pour ça. Alors la dématérialisation, on dit, oh, la dématérialisation vise l'efficacité. Il faut pouvoir traiter les dossiers très rapidement parce qu'il y a trop de migrants. C'est faux. Il y a trop de migrants. C'est l'État qui est le plus grand produit, qui transforme les migrants, qui plonge les migrants dans la situation de sans-papiers. C'est l'État qui plonge les migrants dans une situation de sans-papiers. Alors, la dématérialisation aujourd'hui, quand on parle justement de la politique de l'embuscade, la dématérialisation participe de cette politique de l'embuscade. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas accès au guichet, on vous dit qu'il faut aller sur un site, un écran, on vous demande d'aller trouver un lien sur le site du ministère de l'Intérieur. Et quand vous retrouvez ces liens, vous, qui n'avez pas de papier, vous n'êtes pas pris en compte dans ce lien-là. Quand on ouvre ces liens, on trouve renouvellement des titres de séjour, naturalisation et autres. Mais il n'y a pas de place
pour celui qui n'est pas encore identifié, comme tel, ou alors enregistré par la préfecture. Comment se faire enregistrer par la préfecture? On ne peut pas se faire enregistrer par la préfecture et pouvoir demander, et pouvoir faire une demande d'asile, une demande de titre de séjour, si on n'a pas accès au guichet. Si on n'a pas accès au guichet, comment est-ce qu'on peut procéder à toutes ces démarches-là? Donc, la politique de dématérialisation de demande de titre de séjour a aussi un objectif d'embuscade. Parce que justement, en refusant, en effaçant le migrant, en ne lui donnant pas la possibilité de pouvoir se faire enregistrer, ou alors faire enregistrer sa demande de titre de séjour ou d'asile à la préfecture, on l'exclut. Il faut passer par une avocate, c'est-à-dire il faut qu'il ait de l'argent. Et si le migrant n'a pas de l'argent, il va rester dans cette situation des années. Pour le migrant qui ne sait pas qu'il faut recourir aux associations, il restera dans cette situation pendant des années. Et en me relisant, je me suis rendu compte que l'hospitalité des sangliers de part et d'autre est traversée uniquement par les problèmes de frontières. Et du coup, j'étais en train de réfléchir à l'impossible stabilité du migrant. L'impossible stabilité du migrant face à l'incertitude de l'avenir immédiat, qui pose un autre problème. Le problème qu'il pose, et qui est le principal, est celui de la frontière qui commence au guichet. La frontière qui commence au guichet introduit mon départ du Cameroun. Parce que lorsque je pars du Cameroun, alors je vais un peu arrêter là, je vais faire un petit arrêt en arrière. Je suis du Cameroun francophone, il faut que les uns et les autres comprennent un peu. Lorsqu'on parle du Cameroun, c'est que ça représente géographiquement et linguistiquement. Je suis du Cameroun francophone, mais le Cameroun a deux parties, une partie anglophone et une partie francophone.